Vous êtes tous prêts? C'est parfait, merci. Bien, bonjour à tous. Merci de votre présence à cet atelier qui va être consacré à la PDRA, SORA et le cross-border. Tout d'abord, je ne vais pas vous le présenter, mais je vous le présente quand même. Le dinosaure en la matière, Thierry Mort, président du NEPAT, l'Union nationale des exploitants et des professionnels de l'aéronautique télépilotée, que vous connaissez pour la plupart et qui pour certains est une découverte. C'est une association qui a vocation à s'occuper des intérêts des exploitants télépilotes, à les encadrer, les épauler au niveau réglementaire, juridique, administratif, et à les tenir informés de tout ce qui existe et de tout ce qui se fait en matière de drones civils principalement, et de les accompagner également, si besoin, dans la constitution de leur structure d'exploitation. Pour ce qui me concerne, je suis Franck Richard, le responsable juridique de cette association. Je suis accessoirement également avocat au barreau de Paris, et je me suis spécialisé au fil du temps dans le droit consacré à l'aéronautique télépilotée, puisque on connaît aujourd'hui un essor important dans ce domaine et que, comme la réglementation a pris du retard par rapport à la technicité et la commercialité du domaine des drones, il a bien fallu que la réglementation rattrape ce retard, raison pour laquelle aujourd'hui vous aurez sans doute l'impression qu'elle se complexifie alors qu'elle ne fait simplement que prendre la place qu'elle aurait dû prendre dès le départ. Voilà. Donc cette présentation étant faite, on va aujourd'hui vous proposer une présentation, on va dire, survolée et assez rapide de tout ce qui est PDRA, SORA et cross-border. Je ferai la partie générale de présentation. Thierry rentrera dans la technicité de la matière, puisque n'oublions pas que nous sommes dans le domaine de l'aéronautique, de l'aviation civile, et que pour appréhender cet atelier, il est tout de même nécessaire d'avoir de bonnes compétences en matière aéronautique, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et c'est aussi un point sur lequel j'insiste, nous sommes dans le droit de l'aéronautique civile, ne l'oublions pas, même si nous sommes dans le domaine des drones, qui ont une première facette ludique, mais en réalité constituent un véritable domaine du AS, Unmanned Aircraft System, de l'aéronautique civile. Alors, sur une présentation générale de ce que l'on peut dire concernant, on va passer directement à la SORA, puis on fera un petit retour à la PDRA et on terminera par le cross-border. C'est une étude de sécurité selon une méthodologie qui est donc la SORA, la Specific Operation Risk Assessment, qui est une méthodologie qui est définie en moyens acceptables de conformité, ce qu'on appelle les AMC, Acceptable Means of Conformity, de l'article 11 du règlement UE 947. Vous aurez à procéder à une demande d'exploitation pour réaliser une mission, une opération, par le biais de la rédaction d'une SORA qui sera demandée en demande d'exploitation auprès de la DESAC, dès lors que vous serez dans des missions ou des opérations hors scénario classique, S1, S2, S3, STS-01, STS-02. Globalement, c'est le principe. Le dossier SORA donc permettra à la DGAC, à la DESAC, d'apprécier et d'instruire votre demande d'autorisation d'opération à risque. Et dès l'obtention de cette autorisation, vous pourrez réaliser votre mission dans le respect des dates, des lieux et des espaces à risque que vous aurez définis et qui auront été acceptés comme tels par la DESAC dans votre demande d'exploitation. Donc à prendre en considération que nous sommes sur une notion de risque important et qu'il va falloir cerner et présenter dans le cadre d'une demande d'exploitation de manière à ce que ça donne lieu à une autorisation. Soyez bien vigilants sur le fait que qui dit risque et dit responsabilité, dit donc assurance, mais dit surtout de respecter l'encadrement de la SORA que vous aurez demandé, que vous aurez obtenu. Il est compliqué de rédiger une SORA, vous vous en rendrez compte par vous-même quand Thierry rentrera dans la technicité de la matière.
raison pour laquelle la plupart d'entre vous ou d'entre nous passent souvent par des organismes externes pour une rédaction de SORA, qu'on vous livre en fonction des éléments d'information que vous donnez, d'un travail d'analyse complet qui est effectué, et on vous donne un document qui sera validé par la DESAC. Pour autant, il faut savoir le lire, l'exploiter et en respecter les délimitations. Sinon, vous serez purement et simplement totalement responsable. C'est pas celui qui aura rédigé la SORA qui sera responsable, c'est vous. Donc soyez très vigilants sur l'appréhension d'une mission donnant lieu à une SORA. Une SORA, c'est quelque chose qui se passe en 10 étapes, que je vais énumérer point par point en exposant la globalité, et Thierry, lui, interviendra plus précisément sur chaque point. Donc on a une première étape qui concerne les CONOPS, qui sont autrement appelés les concepts d'opération, où on décrit de manière précise l'intégralité de l'opération envisagée. Donc l'intégralité de l'opération envisagée, c'est tous les points que vous allez devoir aborder pour bien cerner votre opération. Ça peut aller de la flore, des animaux, de la population, des zones de vol, etc., qui vont être concernés par l'opération. Donc je ne sais pas si sur ce point précis tu veux faire une légère intervention, ou si tu veux un petit peu attendre. Mais c'est toi qui me donne la parole. Cette première étape n'est pas une étape négligeable. Elle prend du temps, elle nécessite d'avoir à poser les bonnes questions auprès de son client pour obtenir les bonnes réponses. Et une question oubliée, c'est une réponse qui ne pourra pas être analysée par la DESAC, et ce sera éventuellement un point de rejet de la demande d'exploitation. Donc la première partie des CONOPS, c'est quand même une étape importante. Cette étape passée, on passe à la détermination du GRC initial, c'est ça, qui est l'évaluation du risque sol, à savoir les risques pour les tiers au sol en cas de chute en fonction de la densité de la population concernée par la zone géographique de l'opération. Donc là, on a des colonnes de tableaux d'évaluation qui permettent d'évaluer la détermination du risque GRC initial avec un principe de calcul qui est un couple entre la dimension et l'énergie cinétique. Alors, je te laisse donner un petit point de précision technique sur ce sujet. Oui, bonjour à tous. Déjà, merci de venir nous rejoindre. Hein. Donc, effectivement, il y a pas mal de têtes que je connais là-dedans. Mais bon, pour ceux que je ne connais pas, je vous remercie d'assister à cette conférence. Bien, effectivement, alors, donc, comme l'a dit Franck, on a, pour entrer dans une SORA, on rentre par les CONOPS. Juste un petit point de détail sur les CONOPS, ce n'est pas les mêmes que vous avez sur le MANEX. D'accord. Je ne sais pas si déjà plusieurs d'entre vous ont rédigé leur propre MANEX, mais sur MANEX, on rentre par l'article 4 du MANEX, on va rentrer par des CONOPS généraux, puisqu'ils vont concerner l'ensemble de votre exploitation sur la durée de vie de votre exploitation. Par contre, sur une SORA, on va rentrer dans quelque chose de spécifique, on va rentrer vraiment sur du détail. Ce sont les CONOPS liés à l'opération que vous devez faire, c'est-à-dire qu'il doit tenir compte du lieu et du matériel que vous allez utiliser, donc bien évidemment du personnel que vous allez mettre en évidence. Donc une fois qu'on a établi donc, ces CONOPS, on a deux parties dans les CONOPS, on va arriver sur ce que disait Franck, sur les ARC et les GRC. Donc GRC voulant dire tout simplement le risque sol, et ARC le risque aérien. Donc, et sur ces domaines techniques-là, on va prendre en compte plusieurs paramètres, notamment tous ceux qui vont être liés au risque létal, parce que c'est ce que vraiment la grande crainte de l'EASA, c'est le risque létal. Un drone, lorsque ça chute, si ça va au sol, c'est pas grand-chose, ça va faire de la casse, et là nos amis assureurs sont là pour éventuellement pallier à ce problème-là. Par contre, en ce qui concerne l'être humain, si jamais ça vous arrive dessus, ce sont des mixeurs, hein, c'est des blenders, hein, ces engins-là. Les hélices tournent très vite, si elle vous arrive et qu'elle vous tape malheureusement sur le jugulaire, il y a peu de chances pour que vous restiez bien longtemps en vie. Donc, et c'est ça le risque qu'a peur aujourd'hui l'EASA, et c'est l'objet de la réglementation européenne, c'est d'analyser ce risque. Donc on va considérer la vitesse, la hauteur, la masse, l'énergie cinétique déployée au moment de l'impact, et éventuellement tout ce qui va être projection, parce que lorsqu'il va y avoir un crash, il va y avoir des projections. Donc voilà pour l'analyse de sol. Donc je vais te redonner la parole pour faire le reste, et je reprendrai pour le technique après. Voilà, c'est une petite partie ping-pong, comme ça vous avez à la fois la partie générale et la partie purement technique. Donc voilà sur le GRC initial.
et on aura après l'arc initial qui est la partie appréciation du risque R. Mais que ce soit pour le GRC initial ou pour l'arc initial, on aura la possibilité de le finaliser par une procédure d'atténuation des risques qu'on appelle la mitigation measure, qui nous permettra de proposer à la DESAC des intégrités de mesure et des atténuations d'assurance sur certains points précis de la mission, de manière à apporter la preuve que sur tel risque, on est en mesure de le réduire ou de le diminuer, soit par rapport à des personnes qui seront des guetteurs, qui seront en mesure d'observer une situation à un moment donné sur un point fixe, soit par rapport à des accords ou des conventions qui auront été passées avec des entités aéronautiques, des aérodromes ou des tiers habilités à engager une responsabilité aérienne. Donc là aussi, il est important d'atténuer les risques, qu'ils soient des risques sol ou des risques air, puisque l'atténuation permettra d'arriver sur un CEL par la suite, qui est un qualificatif de risque de la mission, qui pourra être proportionné entre 1 et 6, et en fonction de sa numérotation et de sa qualification, vous aurez des obligations vis-à-vis de l'EASA ou non. Vous aurez des possibilités d'intervention plus ou moins faciles et plus ou moins risquées ou atténuées. Donc, ce que je vous explique là, ça vous paraît simple, mais c'est extrêmement délicat à mettre en œuvre. Alors oui, bon, pour l'essai, en fait, quand on va arriver sur l'essai, donne-moi le pointeur, je vais essayer de vous présenter un peu ça. Alors sur ce petit tableau-là, il y a quand même des choses qui peuvent être intéressantes pour voir. Hein. Donc déjà, on a dit on rentre par les colonnes, c'est point d'entrée. Ensuite, on va faire ici tout ce qui est analyse du risque sol et l'analyse du risque air. Mais vous voyez que les deux reviennent sur ce qu'on appelle ici le niveau 7, qui est l'essai. L'essai, c'est quoi? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a atténué les risques par une mesure de mitigation sur le risque sol, cela va nous donner un poids qui va être déterminé par un tableau. On va avoir un poids qui va être ensuite renvoyé dans le tableau. Admettons que ici, le poids est de niveau 5, par exemple, pour le risque sol. Donc dans cette colonne-là, on va récupérer le poids et on va l'avoir ici. Ensuite, une fois qu'on a déterminé le risque R, on va avoir un autre poids qui va être fait, une fois qu'on a fait toutes les mitigations liées à la robustesse et à l'intégrité, on va revenir ici et on va avoir une classe qui va être A, B, C ou D en finale. Donc là-dessus, la croisée des deux va nous donner ensuite une valeur. Donc ici, qui va être en niveau 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Donc cette valeur-là, de SEI, donc c'est le niveau que l'on va avoir de la croisée des deux, par exemple ici on va être sur un C4, va nous renvoyer dans un tableau des OSO. Donc les OSO c'est quoi? Ce sont les objectifs de sécurité, on va en reparler tout à l'heure, et c'est là-dedans où on va commencer à déterminer tous les points là-dessus. Donc je vais rendre la parole à 2 minutes à Franck pour qu'il puisse vous expliquer la suite. Merci Thierry. Un petit point de détail donc, concernant les CEL, donc, qui sont les Specific Assurance and Integrity Level. Vous avez donc différents niveaux, et à partir du niveau 3, la DESAC demande au constructeur de présenter une vérification de conception par l'EASA. Donc cette démarche est une démarche qui prend un certain temps, qu'on ne mesure pas nécessairement, mais qui viendra augmenter le temps de traitement du dossier pour votre client. Par ailleurs, c'est une démarche qui est facturée 250 € de l'heure, donc ça devra être pris en considération dans le devis que vous serez amené à proposer à votre client pour que vous ne soyez pas amené à financer quelque chose et à réduire votre marge. Voilà. À partir du CEL 4, la certification par l'EASA est obligatoire. C'est ça. Voilà, donc on a quand même des niveaux de contraintes qui sont très importants et justifié puisqu'on est en droit aérien et que sur la partie sol, les conséquences peuvent être assez importantes. On aurait pu d'ailleurs imaginer que le spectacle de drone d'Essin hier puisse avoir des répercussions de chute de drones ou bien de dérive, d'échappement des drones en direction de la piste d'atterrissage qui était derrière. D'ailleurs, on voyait des avions passer. Tout ça a été pris en considération pour que le spectacle puisse avoir lieu. Donc, une SORA très précise
a été mise en place dans le cadre d'une demande d'autorisation d'exploitation. Voilà. Une fois qu'on a passé cette étape numéro 7, on arrive effectivement sur la partie des OSO, donc qui sont les objectifs de sécurité opérationnelle. Il y a 24 OSO auxquels il faut apporter des réponses par rapport à un tableau que vous avez ici, et qui constitue, on va dire, une synthèse de conjugaison des précédents. Tout est lié pour arriver à une première synthèse d'objectifs de sécurité à réaliser. Et par rapport à un objectif de sécurité attendu par les autorités, qui va se résumer à trois niveaux de risque, un niveau bas, un niveau médium et un niveau élevé. Le niveau bas correspondra à la demande d'exploitation que vous avez faite. Le niveau médium nécessitera des compléments de justification de réduction de risque, et le niveau élevé nécessitera la validation du facteur de sécurité par une entité tiers. Une fois que vous aurez rempli ces OSO, vous passerez à l'étape numéro 9, qui est l'étape de considération de l'espace aérien sur la notion de sol adjacent. Donc sur cette partie, un petit peu technique, je vais te redonner la main, pour ça tu vas pouvoir mettre en application la partie aéronautique. Oui, alors là, on va passer peut-être à la slide suivante parce que ce sera peut-être un peu plus compréhensible. Donc, en fait, ici, on va reprendre bon, vous avez ici la définition de l'ensemble de ce qui vient de vous être dit. Ici, on a ce qu'on appelle la step 9, c'est-à-dire l'étape numéro 9. Et en fait, on vole dans un environnement qui est un environnement aérien qui est partagé par d'autres usagers. Et en fonction de l'endroit où on va voler, par exemple ici on est dans un cadre vert, on est par exemple en classe G, hein, pour ceux qui connaissent l'aéronautique parfaitement, donc dans cette classe-là il y a très peu de risques de rencontrer d'autres usagers de l'air. Par contre, dès qu'on va sortir, qu'on va être ici dans un espace non contrôlé, mais au-dessus d'habitation ou je veux dire même qu'elle soit isolée, on va commencer à rentrer dans des niveaux de risque un peu plus élevés, jusqu'à arriver au niveau de risque le plus élevé, qui va être le vol dans une CTR tout simplement. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on a? On a deux niveaux, puisque dans la SORA, on va définir deux niveaux de vol bien particuliers. Donc le niveau qui va être des 400 pieds, hein, 400 pieds AGA, qui veut dire au niveau du sol, c'est-à-dire que là-dessus, c'est nos fameux 120 mètres, hein, tout simplement. Un niveau qui va être au-dessus du niveau FL600, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que la SORA concerne tous les aéronefs télépilotés, jusqu'à 150 kg, bien évidemment, et donc tous ceux qui peuvent voler au-dessus aussi du FL600. On n'est pas simplement limité aux 120 mètres, comme beaucoup le pensent. Donc en fonction de ça, on va avoir effectivement une détermination de risque qui va être amplifiée. Et donc tout va se situer dans cette partie-là, qui est donc ce qu'on appelle la step 9, qui est assez mal comprise en général. Donc en fait, quand vous faites un vol, ben, vous avez un volume de vol qui est établi, sur lequel vous avez une surface au sol et un espace aérien. Cet espace aérien, vous l'avez déterminé. Vous avez prévu votre vol, vous avez déterminé tout ça. Dès que vous allez avoir le moindre souci, que votre drone va vous échapper pour une raison ou une autre, on va passer ce qu'on appelle ici la zone de contingence et on va rentrer dans un volume de contingence. Donc le volume de contingence a deux niveaux pareils. Donc celui qui est donc le volume extérieur à l'enveloppe de vol normale, et ensuite les surfaces au sol, puisque ici on va essayer de voir ce que ça va avoir comme impact. Si le drone vous échappe, vous avez deux possibilités. Soit lui demander de revenir par un retour homme, tout simplement, soit éventuellement le faire atterrir en urgence. Donc vous le reprenez en mode manuel. Donc ça, ce sont des analyses que l'on va avoir. Mais on va partir du principe que votre drone vous a échappé totalement. Donc vous n'avez rien pu faire, vous n'avez pas réussi à lui faire un retour homme, vous n'avez pas réussi à le faire atterrir d'urgence, il va traverser ce qu'on va appeler ici la zone d'urgence. Donc cette zone d'urgence-là, ici, quoi qu'il arrive, il faut cracher le drone. Donc là, on a un système pour cracher le drone, et c'est une obligation, dès qu'on va travailler sur SORA, les drones doivent être équipés d'un système qui va permettre de cracher le drone. Et ça, ici, on a ce qu'on appelle la zone de buffer, c'est-à-dire là où va tomber le drone, comment il va tomber, comment il va s'écraser, quel impact il va avoir au sol. Mais on va considérer que même ça, ça ne fonctionne pas. Et bien à ce moment-là, on va calculer encore une nouvelle zone qui est dans l'espace aérien. Qu'est-ce que l'on fait si, malgré tout ce qu'on a pu faire, y compris calibre 12, hein, je le dis souvent en plaisantant, mais même si ça ne fonctionne pas, et ben, on peut commencer à avoir le drone qui va vouloir venir tutoyer gentiment d'autres aéronefs. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, c'est ce qu'on va appeler donc, l'ERP, donc définir un plan d'urgence, hein, donc, qui va nous permettre de gérer tous ces problèmes-là. Donc voilà, l'ensemble de la SORA, en fait, elle se résume à ça.
donc avec un risque sol et un risque air. Donc cette partie-là étant considérée pour le risque sol, cette partie-là étant considérée pour le risque air, et toute la SORA est résumée là-dedans. Voilà. Atténuation des risques, puisque c'est votre libre chef que vous pouvez proposer des atténuations de risques, mais pour autant, il faut pouvoir être en mesure de les respecter. Donc c'est quand même assez délicat. Donc l'étape 10 est une étape de synthèse importante qui tient compte de toutes les mesures d'atténuation, mais également des contraintes et des risques associés qui pourront être mesurés et proposés à la DSAC, à la DGAC. Alors, on va passer au slide suivant, qui est un slide de synthèse. Donc vous aurez compris, hors scénario S1, S2, S3, STS 01, STS 02 et classe de drone C5 ou C6, vous serez en mesure de faire une demande d'exploitation SORA par rapport à une situation de risque. Il existe une graduation dans l'échelle des risques avec la PDRA, qui est la Predefined Risk Assessment, qui est une mini-SORA sur une base SORA, mais sur des concepts qui sont déjà connus, qui sont des vols hors vue, des zones ségrégées, des vols en espace atypique, des vols en EVLOS, etc. Vous aurez un simple imprimé à remplir par rapport à des questions qui vous sont posées, et ce sera beaucoup plus simple en termes d'utilisation. Donc c'est la première étape. Ensuite, vous avez l'étape de la SORA, et puis après, vous avez les LUC. Mais je crois qu'en France, il existe un seul LUC à ce jour, et c'est sur une période beaucoup plus longue. Il n'y a pas de délai en particulier, alors que sur une SORA, c'est 3 ans, mais en fait c'est 1 an. Et au bout d'1 an, il n'est pas nécessaire de refaire une SORA complète, il faut faire simplement un retour d'expérience, un rétex, et à adresser à la DSAC. Et s'il y a des éléments nouveaux, bien évidemment les présenter, les soumettre, et dans ce cas-là, l'accord, l'autorisation sera automatique. Voilà. Donc la partie administrative, vous avez des documents sur Internet qui sont des documents CERFA que vous retrouvez sans difficulté. Ça, on l'expliquera après. C'était sur la partie, voilà, sur la partie délai. Un client va vous solliciter. Généralement, les clients qui vous sollicitent pour une SORA, ce sont d'une part des clients qui ont des missions importantes et qui sont au fait des réalités de risques aériennes et terrestres, et qui ont aussi des budgets non négligeables. Il faut savoir qu'une SORA sera facturée entre 15 000 et 30 000 euros selon l'importance des SORA. Bien évidemment, c'est un budget qui est important, mais c'est un budget qui se justifie par le temps qui sera passé à préparer la demande d'exploitation et le dossier complet. Sur les délais qui vous sont indiqués ici, c'est-à-dire sur un délai d'1 mois d'obtention, on va dire, d'une décision positive de la DSAC sur une demande d'exploitation SORA, ça concerne un spécialiste qui aura eu déjà l'expérience de différentes SORA et à propos de laquelle la DSAC aura la conviction que c'est un organisme sûr et professionnel qui fait la demande. Si vous êtes un primo, non pas délinquant, mais un primo SORA, il ne faudra pas vous attendre à avoir une réponse avant 3 mois, puisque le dossier sera épluché de fond en comble. Et il y aura nécessairement des allers-retours, il n'y en aura pas 50, il y en aura 1 ou 2, où on vous demandera d'apporter des précisions ou des compléments sur certains points, et il faudra le faire dans les délais qui vous sont accordés, puisque si ce n'est pas le cas, la demande sera mise en suspens, et elle sera mise en suspens une seule fois. Si le délai de suspension n'est pas respecté, eh bien, il y aura une forclusion et vous serez obligé de reformuler une demande complète. Donc on va dire, pour quelqu'un primo-accédant, on aura 3 mois plus le travail en amont avec le client, plus les divers aléas. Il faudra prévoir 6 mois pour obtenir une SORA si on a une décision positive. Donc il faudra que le client ait conscience de ce délai, puisque des fois, un client va vous dire, j'ai un ministre qui vient, dans 2 mois, il faut que j'ai telle mission en telle zone, une zone impossible, et il faudra pouvoir lui dire et lui expliquer pourquoi ce n'était pas possible de respecter ces délais de 2 mois, mais qu'il faudra plutôt prévoir 6 à 8 mois. Voilà ce que j'avais à dire pour ce qui me concerne. Je repasse la parole à Thierry. Merci. Oui, alors pour les délais d'obtention effectivement de la SORA ou même d'un PDRA, hein, donc effectivement,
beaucoup de gens ne comprennent pas la tâche que cela représente de rédiger un dossier pour une première fois. C'est vrai que ceux qui ont déjà constitué un premier dossier, bon, ça ils ont parfaitement compris, c'est relativement simple. Enfin c'est relativement simple, ils savent l'ensemble du travail. En fait, on considère sur un dossier complet pour un primo-déclarant environ 150 heures de travail. Mais c'est pas 150 heures en une semaine, c'est 150 heures entre des allers-retours, etc. Donc déjà, il y a un minimum entre 1 et 3 mois de travail entre le cabinet consultant et le déclarant. Une fois que le dossier est complet, donc admettons que vous le fassiez seul, hein, vous n'êtes pas obligé de passer par un cabinet consultant, vous le faites seul, vous le déclarez, vous le déposez, il y a un CERFA donc, à déposer, on le montrera tout à l'heure, vous déposez donc ce dossier si vous préférez, donc ça c'est l'étape 2, donc ça, un dossier si vous préférez, c'est assez complexe à présenter. Donc on a un dossier comme ça qui est complet, et à partir de là on va le déposer via le CERFA, donc on remplit ce CERFA en plus du dossier, lequel dossier doit comporter plusieurs éléments. Et effectivement, à partir de là, alors là, moi juste une petite précision, c'est généralement pour les PDRA, c'est rarement pour les SORA, surtout pour les primo-déclarants, d'accord. Par contre, c'est pour les SORA, à partir du moment où vous avez déjà fait une SORA pour une étape, effectivement, et que vous allez faire une demande de renouvellement. Mais bon, c'est assez, pour l'instant, c'est assez rare dans la mesure où il y a peu de SORA qui sont en renouvellement pour l'instant. Mais par contre, après, derrière, on va aller au cross-border. Le cross-border, on n'en a pas encore parlé, c'est l'article 13, c'est-à-dire c'est exactement la même chose SORA ou PDRA, mais pour travailler à l'étranger. C'est-à-dire qu'on va vouloir travailler dans un État tiers, hein, donc dans un État qui est, lui, signataire de l'UE 2019-947, et à partir de là, on va devoir déposer ce même dossier, et on va expliquer à peu près ce que c'est tout à l'heure que le cross-border. Voilà, donc c'est un peu comme ça qu'il va là-dessus. Et quand Franck disait tout à l'heure, attention, vous avez un délai de non-réponse de votre part vis-à-vis de la DSAC, ça c'est très important. Pourquoi? Parce que si jamais la DSAC vous dit, sur tel dossier il me manque tel élément, notamment sur la step 9, souvent c'est là que ça bloque. C'est-à-dire à l'étape 9 où on voit les zones de contingence, les zones de buffer, etc. Donc à partir du moment où vous avez un problème là-dessus, si vous ne savez pas le résoudre, trouvez une solution pour le faire rapidement. Parce qu'au-delà d'un mois, la DSAC considère que votre dossier, il n'est pas suivi. Donc ils vont le remettre à zéro. Donc si vous redémarrez, vous repartez pour 3 mois. Donc autant pouvoir travailler avec eux pour leur demander exactement tous les problèmes. Alors ce sont quand même des gens très sympathiques à la DSAC, je tiens à le dire, parce que très sincèrement, ils font tout pour vous aider. Y compris ceux qui ne passent pas par des cabinets conseils, qui vont en direct. Je sais qu'il y a beaucoup de langage, d'acronymes, etc. dans ce domaine-là, mais ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour vous aider, hein, donc très sincèrement. Voilà. Donc je vais redonner la parole à Franck 2 minutes, mais on va passer après sur le reste des cross-borders. Oui, je compléterai deux derniers petits points sur cette particularité SORA. Vous avez aujourd'hui DGAC qui a sorti un guide que vous pourrez consulter sur Internet, qui est dévolu à la PDRA, à la SORA, qui comporte une 40aine de pages, qui est très bien fait, et qui vous permettra de compléter vos connaissances ou vos lacunes actuelles sur le sujet. Donc n'hésitez pas à le consulter. Autre point, comme les choses évoluent vers la facilité et la bienveillance dans la vie, il faut bien vous dire qu'aujourd'hui on est toujours dans une situation d'émergence et d'essai, comme c'était le cas de l'aviation il y a quelques cinquantaines d'années, voire plus. Et donc la question de la PDRA et de la SORA, enfin surtout de la SORA, va évoluer. Il y a des sociétés aujourd'hui qui ont sorti des produits qui vont vous être proposés et qui vous permettront de répondre via des QCM à des questions précises dans tous les domaines techniques de la nécessité du dossier SORA, et qui vous sortiront ce qu'on appelle une SORA minute, ça sortira en 1 heure. Mais vous n'aurez plus à vous inquiéter de toutes les particularités techniques et de sécurité et de particularités aériennes et terrestres analysées. Ce sera déjà vu par l'organisme, et vous aurez juste à répondre aux questions pour mettre les informations de votre mission. Donc, ce qu'on vous dit là, c'est pas que c'est déjà dépassé, c'est que ça va évoluer et que les choses vont aller vers la facilité, vers la simplification. Mais pour autant, par rapport à la notion des classes de drones qui n'est pas encore officialisée, vos drones actuels non classifiés vont nécessiter, si vous les conservez au-delà de 2025, soit d'être changés pour passer par le biais de drones de classe, soit vont nécessiter une PDRA, justement par rapport à la notion de risque de vos opérations. Donc ça, c'est un point à savoir.
si vous décidez de changer de matériel, sachez qu'il n'y aura pas de passerelle, pour l'instant de prévu, entre les drones de classe et les anciens drones. Soit on passera par des PDRA pour les anciens drones, soit il faudra passer par des nouveaux drones classifiés. Sur la partie cross-border que je maîtrise beaucoup moins, pour le coup, là j'ai laissé Thierry prendre la main, avec une petite deadline parce qu'il adore parler. Merci beaucoup. Alors, deux minutes, non, pardon, c'était pas là, c'était, pardon, ici, on va revenir sur les PDRA. Alors, les PDRA, en fait, c'est pas difficile, c'est des mini-SORA. C'est relativement simple, ce sont des SORA qui ont été déjà prédéfinis, hein, d'où le terme, donc, de PDRA, et sur lesquels la DSAC a repris, en fait, les éléments vus par les ASA. Les ASA a donc défini un certain nombre de risques, et on a défini aujourd'hui 4 PDRA, qui sont donc le PDRA S01 et S02, qui sont les PDRA miroirs du STS01 et STS02. C'est-à-dire que vos drones, qui ne sont pas aujourd'hui de classe, si vous devez voler dans un espace sous scénario STS01 par exemple, donc vol en vue, et ben vous allez déclarer un PDRA S01. C'est-à-dire qu'un drone qui ne bénéficie pas aujourd'hui de la définition de classe, voire même demain, même au-delà de 2025, vous pourrez toujours faire une déclaration sous PDRA. Donc vous allez avoir un ensemble de questions à répondre. Et ici, les questions, c'est pas difficile. Si vous regardez bien, ça ressemble furieusement au niveau de SEI et au niveau et aux eaux qui sont déjà définis. Donc c'est-à-dire qu'on a déjà défini un ensemble d'éléments, notamment par exemple celui-ci, on va considérer le lien C2, alors pour ceux qui connaissent, c'est le Command and Control, et qui va nous permettre de savoir comment vous gérez la liaison entre votre drone et la part de liaison, le cas échéant. Voilà. Donc on va avoir un certain nombre de points comme ça auxquels il va falloir répondre. Les tableaux sont faits, ils sont déjà faits en français, ça c'est déjà bien, hein, les ASA les a fournis en anglais, mais en France la DSAC les a traduits, et donc ces fiches-là, vous les trouvez directement sur le site de la DSAC et vous allez les remplir. Donc ce qui fait que si jamais vous voulez voler sous un scénario S01 par exemple, en vol à vue avec un drone actuel, vous faites le STS01 qui est le PDRA miroir. Et la même chose pour le vol hors vue. Par exemple aujourd'hui, vous avez les scénarios S2 pour faire du vol hors vue. Vous êtes limité à 1 km, mais vous voulez 2 km. 2 km, ça c'est prévu déjà dès le départ en STS02. Mais vous ne disposez pas d'un drone de type de classe C6. Qui nous permettrait de voler en ST02. Et bien on va faire un PDRA miroir S02 tout simplement, et on va définir, notre drone va d'un coup pouvoir passer jusqu'à 2 km avec un observateur visuel au bout de 1 km. Voilà. Donc après on a 2 PDRA supplémentaires qui sont le G01 et le G03 pour un vol hors vue en zone faiblement peuplée. Là, la zone faiblement peuplée, il y a encore de la discussion avec les ASA. Et ensuite le vol hors vue en espace atypique. Alors, déjà, il faut définir en aéronautique ce que c'est qu'un espace atypique. Un espace atypique, c'est tout simplement un espace où on a très peu de chances, mais vraiment très peu de chances de rencontrer d'autres aéronefs. Donc par exemple, le vol à 30 mètres, c'est un espace atypique. Si on ne vole qu'à 30 mètres, on a défini une zone de vol qui sera limitée à 30 mètres. Là, il n'y a pas de 30 mètres sol, pardon. Donc là, il n'y a pas de problème, on sera dans un espace atypique. Dès qu'on va arriver par exemple à un vol à 50 mètres, on n'est plus dans un espace atypique. Pourquoi ? Parce que les hélicoptères peuvent descendre à 50 mètres. Les vols en instruction, on peut descendre à 50 mètres. Lorsqu'on fait une instruction de vol à moteur, on fait une coupure moteur, en instruction on peut descendre même voire plus bas dans certains cas. Donc voilà, on a ce genre de choses qui sont prises en compte, donc on va considérer qu'un espace atypique c'est un espace où on a très peu de chances de rencontrer d'autres aéronefs. Voilà, donc ça c'est pour l'ensemble des 4 PDRA. Il y en a un 5e qui est en cours de gestation, mais pour l'instant il n'existe pas encore. Il concernerait plus la salle d'à côté de tout à l'heure, c'était pour les vols en longue élongation. Jusqu'à présent, on parlait du PDRA G04. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Alors, je ne veux pas trop discuter là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est pour les PDRA. Et ensuite, pour les cross-borders, j'envoie avec les cross-borders. Oui. Non, ça va. Donc pour les cross-borders, c'est pas difficile. Les missions de cross-borders, c'est exactement la même chose que ce que vous auriez fait sur le territoire national. C'est-à-dire que vous allez voler dans un endroit avec un drone qui est donc soit de classe C5, C6, et donc là à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Soit donc vous allez voler directement dans le pays tiers, soit vous n'avez pas de drone de classe, et à ce moment-là, vous allez devoir faire soit un PDRA, soit une SORA, suivant le niveau de risque que vous allez avoir avec votre drone. Et à ce moment-là, on va voler en dehors de l'espace aérien national, dans l'espace qui est donc par rapport à, à un espace sous 2019-947, et on va faire une demande d'autorisation conforme, donc comme si on faisait un PDRA ou une SORA, et on va la faire en France, pour nous, pour les Français. Donc, mais si vous étiez allemand, vous le feriez la déclaration en Allemagne de la même manière, si jamais il devait venir voler en France.
Ensuite, on va définir les emplacements de l'opération envisagée avec la mise à jour aux conditions locales. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a obtenu l'autorisation d'exploitation, soit PDRA, soit SORA, par rapport à l'autorité nationale, à ce moment-là, on va transposer ça dans le pays où on va vouloir faire l'exploitation. Une fois que ça c'est fait, on va analyser les risques qui vont être, eux, sur de terrains locaux. Pourquoi? Parce que suivant les différents pays, les analyses de risque terrain ne sont pas les mêmes que dans notre propre pays. Donc on doit revoir un peu les conditions sur place. On va analyser aussi la densité de population locale et la réglementation qui s'y a fait. C'est-à-dire que il faut bien comprendre que, par exemple, pour nous, en France, aujourd'hui, on a défini que la densité de population était considérée comme faible dès lors qu'on est en dessous de 10 habitants au kilomètre carré. C'est très difficile à faire parce que si vous avez dans un espace où vous avez 10 habitants au kilomètre carré, mais que d'un coup vous avez une réunion de famille avec un mariage, on a explosé les 10 habitants au kilomètre carré. L'Allemagne, par exemple, c'est différent. C'est-à-dire qu'ils considèrent que si vous êtes dans une zone faiblement peuplée, ils considèrent que faiblement peuplé, c'est personne. Il suffit qu'une personne soit en train de cueillir des champignons au bout de leur jardin, et on est dans une situation où on est peuplé, donc on n'a plus le droit de voler. Donc voilà, c'est des conditions particulières qu'il faut pouvoir intégrer. Aujourd'hui, je travaille avec l'EASA pour essayer de définir au niveau européen quelque chose de beaucoup plus clair sur le sujet. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va valider les conditions climatiques. Pourquoi? Parce que c'est toujours pareil. On a aussi des conditions climatiques qui peuvent être différentes en fonction des lieux. Les mesures d'atténuation mises à jour à l'égard des tiers, toujours pareil. On peut faire par exemple une zone en disant qu'on va baliser un peu le terrain, mais si vous avez par exemple 200 hectares à baliser, vous n'allez pas faire de rebalise sur 200 hectares. Donc il va bien falloir trouver d'autres moyens pour présenter les atténuations des risques et présenter les garanties qui sont en place. Ensuite, la conception d'un plan d'urgence dans une SORA, c'est une obligation. Dans un PDRA, c'est moins une obligation. On verra, donc il peut y avoir des exceptions. Mais ça s'appelle donc un ERP, donc Emergency Response Plan, et donc il doit être adapté aux conditions locales. Alors je dis souvent pourquoi. Nous en France, on a l'habitude du 17, du 18, etc. Sauf que si vous allez en Allemagne, si vous allez en Suisse, si vous allez en Belgique, si vous allez de partout dans tous ces pays, on n'a pas du tout les mêmes numéros. Donc il y a des numéros européens, donc dans les plans d'urgence, on intègre ça, mais il y a aussi des conditions d'accès. Tous les services ne sont pas identiques dans tous les pays. Donc il faut savoir comment on fait ça. Donc le plan d'urgence que vous êtes obligé de déposer en local, vous devez en refaire un après par rapport à l'endroit où vous allez faire l'exploitation. Ensuite, une fois que vous avez obtenu la confirmation de l'autorisation d'exploiter par l'autorité du pays où vous voulez exploiter, il faut renvoyer le document à l'autorité nationale dont vous êtes résident. Donc ça veut dire qu'on part d'une analyse faite, par exemple pour nous Français, si on veut aller voler en Belgique, en Allemagne ou peu importe, on va être obligé de faire une analyse comme si l'étude se faisait en France. On obtient une autorisation d'exploiter par rapport à la France suivant les conditions françaises que l'on a fait. On va adapter ça ensuite au pays en se mettant en relation avec l'autorité locale du pays où on veut faire la mission. On refait une analyse avec eux sur différents points, notamment sur la setline qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire les zones de contingence, etc. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on obtient l'autorisation, on renvoie le dossier à la France. Et là seulement vous pouvez travailler. Voilà. C'est relativement simple par rapport à avant, mais ça reste quand même assez sombre pour pas mal de monde. Voilà. Avant c'était un poil quand même plus compliqué, mais bon, mais on s'en rappelle pas parce que très peu de gens ont eu l'habitude de faire des cross-border. Mais voilà. Donc voilà un peu pour le principe. Alors pourquoi je dis que c'est plus simple? Parce qu'en fait on a à peu près en dehors du niveau de population, on a à peu près tous les mêmes conditions. Donc il n'y a que très peu de choses qui diffèrent d'un pays à l'autre. Par contre sur les mesures de notion de population et de personnes impliquées ou non impliquées, là par contre ça diffère suivant les pays. Voilà. Donc voilà pour le cross-border. Alors juste une chose pour ça. Donc comment on prépare cette demande, on a vu tout à l'heure les documents. Donc hors scénario standard, on a une demande d'autorisation d'exploitation à faire auprès de la DSAC en France, pour nous, au travers d'un formulaire qui s'appelle le R5 US PEC F1, accompagné soit d'une étude de risque prédéfinie, qu'on appelle le PDRA, soit d'une analyse de risque réalisée suivant la méthodologie SORA. Et donc une fois qu'on a rempli ce document-là avec les ensembles d'études plus tous les éléments qui s'y affairent, et à ce moment-là, on obtiendra ou non l'autorisation d'exploiter. Voilà. Donc ça, je vous ai expliqué tout ceci, je vais juste remonter un peu là. Oui, donc pour revenir un peu, si vous préférez là-dessus, pour revenir sur le résumé, la SORA, on rentre par les concepts d'opération, on fait des analyses de risque, on détermine un niveau de seuil.
les niveaux de seuil en fonction de la difficulté ou du risque qu'on va avoir. On va aller plus vers le niveau certifié. Je rappelle qu'aujourd'hui, à partir du niveau 3, on est obligé de demander à l'EASA la validation de l'EASA, et que de toute façon, à partir du niveau 4, on est obligé de passer quasiment en certifié aujourd'hui. Donc pour l'instant, théoriquement, on était jusqu'au niveau 5, 6. Maintenant, on considère qu'on est quasiment certifié à partir du niveau 4. Voilà, donc, et juste une petite complémentarité par rapport à ce qui avait été dit. Le PDRA, donc effectivement, relativement simple, mini-SORA. La SORA, donc, plus la durée du LUC. Et le LUC, en fait, le gros avantage du LUC par rapport à la SORA, c'est qu'on a considéré que vous étiez vous-même à même de prendre en considération toute la définition des notions de risque. Donc vous n'avez plus besoin de repasser ensuite par la DGAC pour demander, ou la DSAC plutôt, pour demander d'analyser votre facteur de risque. Mais le gros problème, c'est que là-dessus, ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes, et ça, on a eu la problématique dernièrement avec un client, c'est que ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes exempt des déclarations à la préfecture. D'accord ? Vous devez toujours faire une déclaration à la préfecture, 5 jours avant, si vous devez faire au vol, etc. Vous êtes juste dispensé de renvoyer tout le dossier préalable et de refaire un dossier SORA à chaque fois. Donc c'est surtout ça. Et c'est sur des zones bien précises. Par exemple, vous allez avoir RTE, vous allez avoir SNCF, vous allez avoir des gens comme ça qui ont des sites bien particuliers. Par contre, si vous êtes, je ne sais pas, une association qui avait des sites de vol un peu de partout en France, on ne peut pas faire un luxe sur toute la France. C'est pas possible. C'est vraiment par rapport à des zones particulières. Voilà. Donc, là-dessus, on a fait le tour. Donc, je ne sais pas après s'il y avait d'autres choses à voir. Non, peut-être de dire que... vous êtes des professionnels. Pour ceux qui estiment avoir le potentiel de clientèle qui nécessitera de procéder à des demandes d'exploitation SORA, pensez à bien budgétiser vos opérations. Vous avez peut-être la nécessité d'avoir une formation complémentaire, et dans ce cas-là, une formation SORA, c'est minimum 35 heures. 35 heures, ça paraît beaucoup, mais je peux vous assurer, puisque moi-même je l'ai suivi, sans avoir le background de l'aéronautique, mais c'est beaucoup d'informations en très peu de temps, et ça nécessite d'avoir de bonnes bases déjà, et pour autant, si vous estimez avoir une récurrence de SORA, n'hésitez pas à faire une formation, c'est extrêmement utile. Un petit point, tout ça bien évidemment ça ne concerne pas tout ce qui est drone d'État, tout ce qui est drone militaire, et tout ce qui est drone de sécurité et d'intervention SDIS, etc. C'est d'autres process qui sortent totalement de cette obligation d'appréciation des risques. On est dans des situations d'urgence et on échappe à toute cette réglementation. Voilà la présentation qu'on souhaitait vous proposer, qui est relativement courte, peut-être trop nourrie pour vous, mais en tout cas on a essayé de l'alléger au maximum. On est maintenant ouvert à vos questions pour vous apporter les réponses que vous souhaitez avoir. Juste avant de prendre vos questions, juste une réflexion tout à l'heure qui a été dite sur sur la SORA minute. Vous comprendrez très rapidement que je ne suis pas forcément pour, mais par contre on va le subir comme toute évolution, c'est normal, c'est une évolution logique. Je ne suis pas forcément pour une seule et unique raison, c'est qu'à partir du moment où on automatise un principe, vous allez le suivre comme étant une obligation administrative. Donc vous allez le remplir, vous allez remplir des documents, mais sans vraiment connaître les risques. Vous n'y participerez pas à l'analyse. Et en ne participant pas à l'analyse, vous allez vous mettre dans des conditions où vous allez voler dans des situations où normalement le risque est censé être connu par vous. Il sera juste connu de quelques questions au QCM et de certains éléments. Et ça, c'est un vrai danger. Donc, à titre personnel, je suis contre, mais par contre, je suis tout à fait conscient que c'est l'évolution à venir, et c'est logique, parce que comme une étude SORA, ça a un certain coût, on va se diriger de plus en plus vers des applications qui vont les faire pour nous. Mais de grâce, même si vous utilisez des applications, intégrez carrément vraiment l'analyse du risque, parce que c'est vraiment très important. Et comme tu le soulignes, bien évidemment, quand vous obtenez l'autorisation d'exploitation, eh bien respectez tout ce qu'il y a dans la SORA. C'est pas parce que vous avez une autorisation que après vous êtes libre. Non, non, il faut respecter tout le travail qui a été fait, toute la délimitation des risques, la protection des risques, les atténuations, etc. Et effectivement, ça nécessite d'avoir une certaine compétence et un certain professionnalisme. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et puis on vous répond. Oui ? Un micro ? Ouais. Je ne sais pas s'il y en a un deuxième. Non, il n'y en a qu'un. Faire un
Oui, bonsoir. Donc, José Saint-Sidi, Société Alizia Drone. Dans le cadre de l'agriculture de précision, donc nous avons une spécificité, nous autres installés en département d'outre-mer, et plus précisément de par l'insularité que nous avons. Les délais sont encore rallongés puisque tout passe par Paris concernant la SORA. Alors première question, Thierry, est-ce que tu confirmes qu'il faut effectivement que les drones soient équipés d'un coupe-circuit? Deuxième question, concernant la SORA, est-ce que vous avez des spécificités, des remarques particulières pour l'adaptabilité de la SORA en agriculture de précision sur les départements d'outre-mer où on a des cultures qui sont, des superficies, des parcelles qui sont moins grandes, et également la possibilité de développement avec une particularité d'une société qui aurait une base sur la Guyane française pour développer sur le Brésil et le Suriname. Est-ce qu'il y aurait éventuellement une ouverture dans ce sens? Merci. Je me refais passer le micro, Michel. La question porte sur l'agriculture en général ou sur l'agriculture de vignes sur des pentes particulières? Oui, effectivement. Donc, nous avons dans certaines régions, que ce soit en Martinique, une spécificité géographique. On peut avoir des pentes de 30 degrés, effectivement, notamment pour la banane, par exemple. Oui. Voilà. D'accord. Bon, en ce qui concerne, de toute façon, en ce qui va concerner la SORA, peu importe la pente, c'est pas un problème. Le problème de la SORA, c'est l'analyse de risque. Point barre. Donc à partir de là, on va regarder effectivement la zone de vol, le volume de vol, donc la zone au sol et le volume de vol. Et une fois qu'on aura déterminé le volume de vol, on va regarder les zones de contingence et les zones d'urgence. Donc quoi qu'il en soit, peu importe que ça se passe en métropole ou en ultramarin, pour nous c'est exactement la même chose. La difficulté par contre là où elle est vraie, c'est que tout se passe à l'échelon central, c'est-à-dire que c'est la DESAC à l'échelon central, donc Paris, qui traite la demande. Maintenant, il le traite rapidement par email. Il n'y a pas de délai. Avant, si on devait faire les dossiers par courrier, c'est vrai que ça pourrait prendre un peu de temps. Mais là, peu importe, on fait tout par email. Là où il y a une grosse difficulté aujourd'hui dans les dossiers SORA, c'est que les personnes ne savent pas bien définir les zones les zones au sol, les zones de contingence via un KML. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se sert de Google Earth et on va dessiner des zones pour pouvoir définir quelles sont les zones de contingence, quelles sont les limites de vol, quelles sont les zones d'urgence et quelles sont les zones buffer. Et celles-là, elles sont très précises. Parce que si jamais, moi on a eu des dossiers qui étaient retoqués parce que la personne ne savait pas bien dessiner. C'est idiot à dire, mais par eux, c'est ce qui va faire foi, c'est la limite. Donc à la limite, si vous définissez, parce qu'il faut savoir que quand on va définir après une zone, on ne va pas juste la dessiner comme ça au hasard. Il y a un calcul balistique qui est à faire. Alors, pour vous donner notre idée, lorsque l'on va établir la zone de crash, c'est-à-dire qu'on va définir qu'à partir de cette zone-là, quoi qu'il arrive, on crache le drone. Donc le drone, il a atteint une certaine vitesse. Quand il a commencé à nous échapper, il avait une vitesse d'exploitation. Il nous échappe, on doit considérer que pendant un délai de 3 secondes, quelle est sa vitesse d'accélération, quelle est son élévation maximale par rapport aux caractéristiques du drone. Donc déjà, on va prendre en considération ces éléments-là. Là-dessus, on va appliquer ce qu'on appelle un calcul balistique à partir du moment où on coupe les moteurs. Donc à partir du moment où on va tout couper, on va avoir ce qu'on va appeler une parabole qui va être dessinée, et ensuite on va avoir une énergie cinétique à l'impact. Et tout ça, ensuite, on va regarder, suivant l'angle d'attaque, quel est son ripage au sol. C'est-à-dire, est-ce qu'il va exploser au sol, ou est-ce qu'il va ripper au sol, et est-ce qu'il risque d'aller atterrir ou percuter des éléments. Et tout ça doit être pris en compte, et c'est toutes ces zones-là qu'on doit détailler. C'est pour ça que je disais, c'est très difficile d'avoir une sur 1 minute. On va faire beaucoup de choses, sauf la stepline. Et là-dedans, c'est là où beaucoup de dossiers sont recalés, parce que les gens ne savent pas faire. D'accord ? Pour répondre à la question de la coupure moteur, elle est obligatoire. Parce que si on n'a pas de coupure moteur, on ne peut pas faire de crash. Alors on a ce qu'on appelle soit des coupures intégrées qui vont être liées à ce qu'on appelle des FTS, donc des coupures automatiques, c'est-à-dire que le drone lui-même gère sa coupure moteur. C'est-à-dire que dès qu'il va sortir de la zone de contingence, il va couper ses moteurs, il va tomber. Et puis on a la coupure indépendante, c'est-à-dire qu'on est obligé, nous, de garder la main mise, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, sur une liaison complémentaire, indépendante du drone lui-même, on va volontairement couper les moteurs. Et c'est sur cette partie-là qu'on va considérer les 3 secondes. Parce qu'effectivement, il y a deux paramètres qui rentrent en compte. Il y a le facteur humain, c'est-à-dire que suivant un drone qui vaut 50 ou 100 000 euros,
Le cracher, ben, on commence à y réfléchir à 2 fois. Les 3 secondes, c'est court hein, pour réfléchir, surtout quand on a 5 000 € qui volent. Donc là, déjà, on a ce problème-là. Et puis le deuxième problème, c'est de se dire que ben, je fais pas, et malgré qu'on ait la volonté, on a une légère crampe sur le doigt à ce moment-là. Ben, c'est tout ça qui sont pris en compte, et il faut absolument qu'on soit formé à ça, et de se dire, quoi qu'il arrive, je crache, tant pis, c'est dans la procédure. Ben, j'ai des assurances qui sont là, qui sont pour ça, on l'a prévu, et je vous invite effectivement, quand vous faites des SORA, à voir en même temps avec votre assureur pour voir quelles sont les conditions, de manière à effectivement intégrer le risque de crash et le coût du crash. Voilà. Un complément qui est, pour le coup, plus de ma partie juridique et judiciaire, spécifiquement pour la partie pulvérisation, donc une analyse de risque, une prise de risque à prendre en considération, et la jurisprudence a déjà statué là-dessus, c'est le risque pour le travailleur. Le travailleur et les travailleurs avoisinants de certaines parcelles lors de pulvérisation. Donc ça, c'est essentiel. Lors de la phase expérimentale des drones de pulvérisation, l'arrêté a été retoqué sur la non-prise en considération évidente du travailleur par rapport au vent, par rapport au drone. Voilà. Donc ça, c'est un point essentiel à mettre en évidence dans une demande d'exploitation. J'ai veillé à respecter le travailleur par rapport à l'angle de pulvérisation, par rapport au vent à l'instant T sur la zone, par rapport à la masse du drone, etc. La situation du travailleur est essentielle en termes de protection. Voilà, exactement. Alors, pour compléter ce qui vient d'être dit, donc quand on rédige un dossier SORA, on a l'analyse de risque, ça c'est ce qu'on vient de parler. Quand on le dépose à la DESAC, on ne dépose pas que l'analyse de risque. Le CERFA et l'analyse de risque ne suffisent pas. Il faut déposer le MANEX avec des CONOPS adaptés bien évidemment à l'analyse de risque, mais on doit aussi déposer donc ce qu'on appelle un plan d'urgence, donc une analyse de plan d'urgence. On doit aussi déposer un dossier par rapport au tiers, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on prend en considération dans le risque, si on fait de la captation aérienne d'images, et ben, le respect à la vie privée, tous ces éléments-là sont aussi pris en considération dans la SORA. C'est-à-dire qu'on pourrait éventuellement imaginer une SORA qui a été très bien faite sur le risque sol, le risque air, etc. Et on a juste oublié de définir que ben, dans notre captation, on pouvait avoir des choses à ne pas voir pour des propriétés privées. Voilà, ça, on sera retoqué tout simplement là-dessus. Donc voilà. Il y a des petites choses comme ça qu'il faut penser. Souvent, on est retoqué sur des choses que l'on ne comprend pas forcément, parce que derrière, on n'a pas cette notion globale de tous les risques. Le risque de capter des images non voulues, non souhaitées et indépendantes de notre volonté par rapport à des tiers, c'est aussi un risque dans la SORA. Ça fait pas. Il n'y a pas que le risque de crash qui est pris en compte. Voilà. Juste une dernière question. Oui. Est-ce qu'il y aurait des particularités sur, par exemple, une SORA dédiée à la pulvérisation et, enfin, une mission pour la pulvérisation et une autre pour la civile? Alors, d'abord et d'un, on va considérer les SORA comme les PDRA, elles sont par rapport à un drone, par rapport à un lieu. Donc ça, c'est clair. C'est-à-dire que si jamais j'ai une SORA, j'obtiens une SORA pour la pulvérisation, ça n'a rien à voir avec, si jamais derrière je veux aller faire, je sais pas, de la captation à côté. Donc même si c'est sur le même lieu, même si c'est le même drone, c'est pas la même définition, c'est pas la même fonction. Donc le drone a été modifié à un moment donné. Donc même si c'est le même drone sur lequel on a enlevé des rampes et qu'on a mis des capteurs à la place, on a changé de paradigme. Donc on est obligé de refaire une analyse. Par contre, on n'est pas obligé de refaire toute l'analyse. Le drone garde les... Voilà. Bon, tu le sais, tu es pilote, donc on sait tous les deux que ce qui est intéressant là-dedans, c'est la conformité au type dans le domaine de vol par rapport aux masses de chantrage et tout ça. Donc tout ça, c'est à prendre en considération. Et effectivement, ce sont ces éléments-là qu'on va redonner dans la SORA pour dire voilà, donc c'est le même lieu, c'est le même site de vol, c'est le même drone. On a juste fait des modifications au niveau de la conformité au type. Donc voilà, on présente la modification de la conformité au type. Voilà. Et donc ça peut aller beaucoup plus vite à ce moment-là. Ce serait sur un renouvellement et non pas sur une réétude complète. Voilà. D'autres questions? On a été clair? Complet. J'ai une petite question, je n'ai pas l'historique de ce qui se faisait avant, mais pour les vols transfrontaliers, pourquoi on a l'obligation, on est dans l'Union européenne, pourquoi on a une obligation de passer par la TVAC et ensuite le pays tiers? Pourquoi on est obligé de passer par la TVAC?
Alors ça a été défini par les ASA que la compétence des instances locales, enfin nationales plus exactement, était plus en adéquation avec les opérateurs. Pourquoi? Parce que si jamais déjà il y a très peu de personnes qui parlent toutes les langues étrangères de tous les pays, donc à ce moment-là on va déjà établir en France, ce sera plus simple pour discuter avec l'autorité locale, qui de toute façon au niveau international, on a tous à peu près la même législation, mis à part quelques spécificités en fonction des pays, mais donc en présentant directement à l'autorité nationale, on parle déjà de 90 à 98% de conformité par rapport aux autres États. Après, là en plus, la DESAC est assez sympathique parce qu'on leur transmet le dossier en français et eux font une lettre d'intention qui est déjà en anglais pour le pays tiers. Donc déjà, au moins, ils la transmettent déjà là-dessus. Ce qui fait qu'après, on n'a plus que la liaison à avoir sur les spécificités locales. Donc c'est surtout pour ça que ça a été fait. C'est parce que c'est plus facile de discuter dans sa propre langue que de discuter dans une langue étrangère, voire de discuter dans la langue internationale, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. En particulier à nous Français. Parce que l'anglais, c'est un peu dur. Je réponds à votre question? Oui. Voilà. D'autres questions? On a été vraiment clair alors. Merci. Donc alors, sachez que sur les SORA, si vous avez des besoins particuliers, la DESAC fait tout ce qu'elle peut pour vous aiguiller sur le sujet. Donc il n'y a pas de problème, vous pouvez les contacter, ou alors après, je vais vous parler un peu de notre association. Vous pouvez nous contacter via l'association UNEPAT. On est là aussi pour vous aider et vous accompagner. D'accord? Voilà, écoutez, on vous remercie pour votre attention. Vous avez d'autres ateliers à suivre si vous le souhaitez et on vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Merci à vous. Tu regardes ça.